toutes mes petites fiches, mes arguments sur Leonarda, les erreurs de communication, la cravate de travers, etc. Et à la fin, l'entretien, je dirais passer comme prévu. Je vous raconte un peu la situation. Déjà, bizarre, on m'a donné rendez-vous le lundi de Pâques. Donc le lundi de Pâques, même si le président habite à l'Élysée du Villiers, il n'y a personne qui travaille à l'Élysée. Moi, je me suis pointé devant l'Élysée, et j'étais avec mon scooter et ma jeunesse, j'avais une trentaine d'années, et j'ai dit aux policiers qui étaient devant l'Élysée que j'avais rendez-vous avec le président de la République. Ils m'ont dit oui, et nous on a rendez-vous avec le pape. Et là, je me suis dit qu'il y allait y avoir un petit malentendu qui allait se développer, donc j'ai insisté en disant mais si, je vous jure, j'ai vraiment rendez-vous avec le président de la République, regardez, j'ai mis un costume, etc. Et oui, mais vous êtes un peu jeune pour avoir rendez-vous avec le président de la République, puis vous n'êtes pas au courant, etc. Bon, j'insiste, j'arrive pas du tout à les convaincre, ils finissent par appeler des collègues pour m'embarquer et m'emmener au poste. Et là, au moment où la voiture s'apprête à démarrer, je leur dis écoutez, peut-être dans le doute, demandez à la guérite d'accueil les gendarmes si j'ai vraiment rendez-vous avec le président de la République. Au pire, bon, c'est vous qui avez raison et vous me mettez au trou pendant 3 jours, mais au pire, c'est moi qui ai raison et vous évitez une énorme gaffe. Donc ils vont demander, effectivement, j'avais rendez-vous. Donc ce qui est amusant, c'est que les mêmes policiers, je les ai recroisés pendant 3 ans après à l'Élysée. Tous les jours, ils me saluaient bonjour, monsieur Ganzer. Ils étaient à 2 minutes, à 2 doigts de se mettre par terre pour que je puisse leur marcher dessus avant d'entrer au 55 où il faut qu'on Saint-Honoré. Et je suis arrivé donc à l'Élysée. Le premier contact avec François Hollande s'est pas du tout passé comme prévu, puisque je rentre dans la cour et je le croise sortant du vestibule d'honneur et j'avais mon casque de scooter sous le bras, comme on fait pour un scooter. Et il me croise et il me dit ah salut Gaspard, bizarre pour moi dans la République. Il me dit le scooter, très important pour réussir dans la vie, parce qu'il venait juste de dire. Là je me dis à qui ai-je affaire Est-ce Thomas Gijol, Omar Sy, je ne sais pas. Et on a commencé l'entretien sous ses fêtes dans son bureau. Il ne m'a pas laissé me présenter, il m'a dit non mais c'est bon, alors tutoiement direct parce que j'étais membre du Parti Socialiste, il m'a pas appelé camarade, on n'était pas loin, et il a commencé à me dire écoute, pas besoin de te présenter, je sais qui tu es, je sais, j'espère que tes enfants vont bien, ils connaissaient tout, etc. Il dit j'imagine que tu as réfléchi. J'imagine que tu as réfléchi à ma communication, que tu as un avis très tranché sur ma communication. Mais bon, moi je vais te dire ce que j'en pense moi. Et donc là, il a commencé à me dérouler exactement tout ce que j'avais l'intention de lui dire. En se moquant de lui-même, Leonarda, c'était quand même très drôle, il raconte la cravate de travers, il dit oui d'ailleurs je pense que je devrais me la mettre carrément sur la tête, ça serait plus drôle. Et pendant une demi-heure, je n'arrive pas à me contenir, je suis littéralement plié en 4 de rire devant cette personne, dont je suis frappé par la gentillesse, l'humour, l'intelligence, l'autodérision, le recul. Et à la fin, il me dit bon écoute, après tout ce que je t'ai dit, de toute façon j'imagine que tu ne vas pas vouloir travailler avec moi, mais bon, je te laisse réfléchir. Si tu veux travailler avec moi, ça sera difficile. Tu le dis à mon secrétaire général, qui s'appelle Jean-Pierre Jouyet. Voilà. Je ressors de là, j'étais quand même perturbé à la fois parce que j'avais vu un président de la République, j'avais trouvé un probablement intelligent, plein de recul, plein d'humour. Et je me suis dit quand même c'est tentant d'aller travailler avec lui. Et puis j'ai eu ce raisonnement assez bête, je me suis dit bon, tout le monde me déconseille d'aller travailler avec lui. J'ai l'esprit de contradiction, peut-être justement je vais essayer de surprendre les gens, et puis surtout, j'ai fait un calcul stratégique qui s'est révélé très payant. Je me suis dit, le gars est à 18% dans les sondages, donc c'est le président le plus impopulaire de l'histoire. Ça ne peut pas être pire, donc ça ne peut que remonter. L'histoire a prouvé que ça pouvait être bien pire, puisqu'il est descendu à 12%, et qu'il n'a pas pu se représenter. Grâce à des bons conseils, donc il a encore temps de quitter cette salle, c'est ce que je peux. Voilà. Ou alors vous retenez les conseils que je vais essayer de vous donner, vous appliquez exactement l'inverse. Ça sera peut-être un bon viatique pour la suite. Et donc je me suis retrouvé à travailler avec lui pendant 3 ans. Et là pour le coup, ça a été effectivement agréable d'être à son contact tous les jours. Encore une fois, j'ai beaucoup d'admiration pour son intelligence, son honnêteté, son sens politique, sa gentillesse. Mais on n'a pas eu envie de rigoler tous les jours, parce que pendant 3 ans, ça a été une succession de catastrophes au sens propre du terme. François Hollande avait une grande capacité à attirer les emmerdements. La pluie, on le sait. Je me souviens qu'une fois, je l'avais accompagné dans le désert marocain, non loin de Marrakech. Il est arrivé dans le désert, un vrai désert, avec du sable fin, etc. Et il s'est mis à pleuvoir. Les Marocains me regardaient comme si c'était un sorcier. Littéralement, on sentait la peur.
la peur dans leurs yeux. De la même manière, on est allé, je pense, saison sèche, je ne sais plus dans quelle île d'outre-mer française, où pareil, il n'avait pas plu depuis genre 77 ans. Et à peine avait-il posé le pied sur le truc qu'il y a eu trop de c'était très drôle. Bref, donc ça c'est pour la blague, même si on a eu moins envie de rire quand il y a eu la crue centenaire à Paris. La plus grande crue de la Seine du siècle, elle est tombée sur François Hollande, à tel point qu'on a dû déménager les réserves du Louvre. Le Louvre, vous savez, il est au bord de la Seine. Et donc le Louvre était en train d'être inondé, genre la Joconde, etc. On a dû déplacer la totalité des collections, tellement l'eau avait grimpé. Bref, donc ça c'est le côté un peu rigolo, mais bon, il y a des choses beaucoup moins drôles. Les attentats, on a eu à affronter la plus grande crise terroriste de notre histoire récente. Les attentats de janvier et novembre 2015, Charlie Hebdo, l'Hypercacher en janvier, novembre 2015 c'est le Bataclan, le Stade de France et les rues de Paris, l'attentat de Nice en juillet 2016, et puis tous les autres qu'on a oubliés, parce qu'il y a eu plein d'autres attentats. Cette sinistre série, elle avait commencé pendant la campagne présidentielle, et vous le savez, ici à Toulouse et à Montauban, avec les attentats perpétrés par Mohamed Merah. Il y avait eu une pause pendant 2 ans et c'était reparti de façon très violente. Et donc pendant 3 ans, dans un climat extrêmement anxiogène, on a dû trouver les mots, choisir la politique qu'il fallait pour tenir les gens ensemble. Parce que les terroristes avaient un projet, c'était évidemment de tuer le maximum de personnes, mais c'était surtout de faire douter les Français de l'État, de la capacité de l'État à protéger le peuple français, et c'était aussi de faire douter les Français d'eux-mêmes, pour les pousser à s'opposer les uns aux autres. Et donc nous, tout ce qu'on a essayé de faire, tant en action qu'en communication c'était drôle, c'était d'essayer de faire tenir les gens ensemble. Et pour ce faire, par exemple, on a organisé la marche du 11 janvier 2015. Vous en souvenez peut-être. On est après les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, mais aussi ces 3 policiers qui ont été tués, Clarissa Jean-Philippe, Ahmed Mervé, et Franck Barcelaro, et tous ceux de l'Hypercacher porte de Vincennes. Et il fallait tenir les gens ensemble une fois qu'ils ont été neutralisés. François Hollande a eu la drôle d'idée d'inviter tous les Français à manifester. Pourquoi je dis drôle d'idée? Parce que c'était une excellente idée sur le fond, mais en termes logistiques, on avait genre 24 heures pour tout organiser, et non seulement il était très difficile à organiser un point de vue logistique et du point de vue de la sécurité, mais en plus il a rajouté la contrainte supplémentaire, un peu comme dans un jeu, vous savez, nouvelle règle à Koh-Lanta, nouvelle règle, on invite tous les chefs d'État et de gouvernement devenu majeur, il a une seconde chance, et que sa maladie soignée ne le suive pas toute sa vie. Donc on organise une grande conférence de presse pour annoncer cette réforme très importante, mais personne ne va jamais parler de cette conférence de presse, parce qu'en fait, au bout de 5 minutes de conférence de presse, donc François Hollande, imaginons, il est à ma place, moi je suis au fond de la salle, il y a les journalistes devant, et au bout de 5 minutes, je reçois sur mon téléphone 5 appels du directeur du cabinet du président. Il me dit « Gaspard, rappelle-moi ». Je dis « Je peux pas, je suis en conférence de presse ». Je finis par sortir, c'est urgent, je sors. Et là, il me dit « Bah voilà, c'est simple, il y a un avion de la Germanwings avec 400 passagers qui vient de s'écraser dans une montagne dans les Alpes. Ok, il faut que tu le dises au président, il faut qu'il arrête la conférence de presse, tout le monde va le savoir, il va être interrogé, etc. » Et donc moi, je me retrouve au fond de la salle en faisant des gestes, en bougeant dans tous les sens, comme ça. Il ne comprenait pas, ou alors il ne me voyait pas. Il finit par me voir, il interrompt sa conférence de presse. En fait, on ne savait pas à ce moment-là si c'était un attentat ou si c'était un accident. C'était encore autre chose. C'est le pilote qui avait décidé de s'enfermer dans le cockpit pour se balancer dans la montagne parce qu'il était suicidaire. Il fallait évidemment que ça tombe sur nous. Vous connaissez cette histoire? Il fallait évidemment que ça tombe sur nous. Et ben voilà, c'était comme ça tout le temps. François Hollande, j'ai un peu rigolé là-dessus, il avait une grande capacité à attirer les ennuis. Mais la réalité, c'est que la présidence de la République, c'est souvent comme ça. C'était pareil pour Sarkozy, qui s'est retrouvé confronté à la crise financière, aux attentats de Toulouse et Montauban, comme je l'ai dit, et à plein d'autres drames, ou d'Emmanuel Macron, qui a eu la crise des Gilets jaunes, qui avait contribué à organiser, la crise agricole, le Covid, des drames terribles comme l'assassinat de Dominique Bernard ou de Samuel Paty, qui sont des attentats terroristes aussi. On est dans un monde extrêmement violent, dans lequel, en fait, le 21e siècle, l'histoire nous ressaisit d'un point de vue géopolitique, militaire, terroriste. Et c'est, en France, tout se consacre, et concentre plutôt, consacre, c'est la fresque, concentre, sur le président de la République. D'un système qui est beaucoup trop vertical, dans lequel on veut toujours que le président de la République ait réponse à tout.
Parfois, il y a un chien qui est écrasé au fin fond de la France, on demande à l'Élysée qu'est-ce qu'ils en pensent. Parce que l'option du suffrage universel, ces dizaines de milliers de gens qui votent pour l'élection présidentielle attendent que le président de la République décide de tout, voire ait réponse à tout. C'est pas du tout ça d'un point de vue démocratique, c'est pas du tout un signe de maturité politique, mais c'est comme ça. Et ce qui était vrai, je pense déjà, sous De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, c'est accentué par la suite. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy a contribué à une forme d'hyper-présidence, facilité en cela, poussé en cela par aussi le fait qu'il y avait le quinquennat, la version du calendrier, et que donc il y avait cette douce puissance présidentielle qui existait. Le Premier ministre, comme l'avait dit Nicolas Sarkozy lui-même, n'était plus qu'un collaborateur. Donc tout revenait à l'Élysée. Et c'est rajouté à cela l'apparition de l'information en continu et des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, quand un journaliste vous appelle parce qu'il y a une crise, vous ne pouvez pas lui dire « écoute, je te répondrai plus tard avant le journal de 13h ou avant le journal de 20h ». C'était comme ça dans les années 80. Les gens disaient, écoutez, là, vous parlez à un journaliste, il vous enregistre en direct, il diffuse sur Twitch, il n'y a plus de séparation du temps et de l'espace. J'ai coutume de dire que les codes qu'on observait par le passé de la tragédie, qui sont l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action, n'existent plus. L'information se diffuse en continu, le drame de Kuala Lumpur en Malaisie peut avoir des répercussions en France. Une fois, je me souviens qu'on avait organisé un grand événement, au musée de la Porte Dorée, qui est le musée d'histoire de l'immigration. Et François Hollande avait fait un grand discours sur l'intégration. BFM avait décidé de le diffuser en direct. Ils ont interrompu la diffusion au bout de 5 minutes parce qu'il y avait une prise d'otage, non pas en France, mais à Sydney. Et genre, il fallait absolument suivre cette prise d'otage, parce qu'elle était très spectaculaire, etc. Donc plus limité de temps, l'information est en continu, plus limité de lieu, ce qui se passe à Sydney, à Paris, il faut avoir des répercussions partout. Autre exemple sur l'unité de lieu, le 13 novembre 2015, quand les attentats sont survenus, la totalité des chefs d'État et de gouvernement se sont exprimés dans la demi-heure qui a suivi les attentats. Ça serait pas arrivé 20 ans auparavant, que tout le monde était au courant tout de suite, tout le monde pouvait s'exprimer sur les réseaux sociaux, etc. Et enfin, plus d'unité d'action, parce que le politique et les journalistes n'ont plus le monopole de la diffusion d'informations. Chaque citoyen peut être producteur d'informations, commentateur d'informations, producteur de désinformation aussi, ce qui évidemment change les choses. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans, j'y ai pas laissé ma santé, j'ai perdu quelques cheveux, j'ai un peu blanchi sur les tempes, j'ai perdu pas mal de poids à cette époque-là, que j'ai regagné par la suite, donc tout allait bien. Au bout de 3 ans, l'histoire s'est pas du tout terminée comme vous pouvez l'imaginer, même si on avait fait notre maximum, puisque justement, débordé sans doute par la gestion des crises qui nous accaparait tout notre temps, on a perdu de vue l'essentiel, qui était d'expliquer le sens long de notre politique, d'autant plus que François Hollande faisait l'objet d'une protestation interne de la part de ceux qu'on appelle les fondeurs, mais aussi il était confronté à la concurrence de son ministre de l'économie, Emmanuel Macron, et de son Premier ministre, Manuel Valls, qui l'un comme l'autre faisait une sorte de concours pour savoir lequel des deux le trahirait le mieux et le plus rapidement. Donc, au bout du compte, ils n'ont pas réussi à... Enfin, Emmanuel Valls n'a pas réussi à être candidat, mais Emmanuel Macron, lui, contre toute attente, a réussi à être candidat et surtout à l'emporter. Et donc, François Hollande, lui, a décidé en décembre 2016 de ne pas être candidat à sa réélection. C'était un moment très, très triste. Hein. On était très peu à être au courant à l'époque et je l'ai accompagné comme je pouvais dans ce moment-là. Et après, il était comme libéré d'ailleurs du poids sur ses épaules parce qu'il savait sans doute que les conditions n'étaient plus réunies à ce moment-là pour être candidat. Et moi, j'ai décidé de rester jusqu'au bout, à la dernière seconde de la dernière minute de la dernière heure du quinquennat, parce que j'ai vraiment voulu être fidèle et loyal jusqu'au bout à François Hollande, et je suis parti en 2017. Après avoir hésité un peu à faire de la politique, parce qu'Emmanuel Macron, j'étais resté proche, m'avait proposé d'être candidat aux élections législatives. Alors, il ne m'a malheureusement pas proposé d'être candidat législative à Paris, mais à Rennes. J'adore Rennes, mais je ne suis pas rennais. Ça aurait été rue de Rennes à Paris, pour ceux qui connaissent, ça aurait été avec grand plaisir. Mais à Rennes, dans l'île-et-Vilaine, ce n'était pas possible. Donc j'ai fini par refuser et j'ai décidé de mener une autre vie, puisque j'ai créé une première agence de communication qui s'appelle 2017, en 2017, facile à retenir. Et en 2019, je l'ai quitté pour être candidat aux élections municipales à Paris avec beaucoup de succès, puisque je n'ai pas été élu. Donc n'hésitez pas à me demander des conseils pour les campagnes électorales. Et en 2020, j'ai créé une nouvelle agence de communication qui porte très immodestement mon nom, Ganzer Agency, que je dirige encore aujourd'hui. Je pourrais revenir si vous le souhaitez, mais qui fait du conseil en stratégie de communication pour les entreprises. Et donc aujourd'hui, je ne suis plus un acteur de la vie politique, mais je suis un analyste de la vie politique. Et justement, j'aimerais terminer par cela. C'est très agréable de ne plus être celui qui se prend les fléchettes, les flèches, les coups, les
de points, mais d'être celui qui peut observer et distribuer les bons points. Donc, je suis chroniqueur, j'ai été longtemps chroniqueur sur France Info, aux Informés, j'avais aussi ma propre chronique. C'est tout comme, j'interviens régulièrement sur BFM. Maintenant, je suis chroniqueur d'une émission du dimanche qui s'appelle C'est Médiatique. Alors, je regarde vos têtes, je pense que vous n'avez pas trop l'âge de la regarder, parce que la moyenne d'âge, je crois, de nos téléspectateurs est de genre 70 ans. C'est diffusé à midi. Je suspecte d'ailleurs les téléspectateurs d'être plutôt des personnes de 70 à 80 ans en EHPAD, endormies devant un plat de pâtes devant l'émission. C'est dommage, parce que l'émission est remarquable. C'est une émission remarquable. Elle est non pas grâce à moi, mais grâce au producteur et à la présentatrice qui s'appelle Bénédicte Arnaud. Donc ça, je commande la vie politique, et puis par ailleurs, j'enseigne la communication à Sciences Po à Paris et à HEC. Et donc j'observe, c'est la façon dont ça se passe. Je peux vous dire que j'ai pas du tout envie de recommencer à faire de la politique. Vraiment, mon pire cauchemar et le revers de ma meilleure espérance. Moi, à titre personnel et citoyen, je serais ravi que François Hollande refasse de la politique encore de façon plus active. J'ai fait sa campagne en Corrèze et je serais ravi qu'il soit candidat à l'élection présidentielle en 2027. Mais c'est aussi un peu mon pire cauchemar, c'est qu'il gagne, parce que ça, sans doute je devrais retourner à l'Élysée. Je n'ai pas du tout envie. Je suis très content de ma vie aujourd'hui, dans laquelle je peux venir à Toulouse, m'occuper de ma famille, profiter de la vie. Et je trouve surtout que la vie politique s'est profondément dégradée, c'est notamment lié à la communication. Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui se cumulent. Alors certains sont de la responsabilité des politiques. Je pense que les politiques ont un peu déserté le terrain idéologique, le terrain de la production des idées, des programmes. Or, il y a quand même des grandes questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on fait en matière de sécurité internationale? Qu'est-ce qu'on fait en matière de lutte contre le réchauffement climatique? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les inégalités, contre la désindustrialisation? Et je pense qu'on manque d'idées neuves, et ça c'est le rôle des politiques, mais aussi des universitaires, des chercheurs, des think tanks, de les trouver. Et je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé des grandes idées neuves. Donc ça, c'est la responsabilité des politiques. Après, il y a la spontanéité, ce qu'on veut dire le champ politico-médiatique et de la communication, qui, à mon avis, ça peut vous sembler paradoxal, parce que je fais moi-même de la communication, a pris trop de place. Je pense que la communication trop de communication tue la communication. Je pense que la forme prend souvent le pas sur le fond, et c'est négatif. Il y a plusieurs phénomènes qui se cumulent. J'ai déjà parlé celui de la désinformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vérité est un peu une valeur relative dans laquelle on peut raconter à peu près n'importe quoi. On ne souffre plus de la contestation. On peut dire que 1 plus 1 égale 6, pas de problème, mais pourquoi pas, mais si tu le penses, tu as le droit de le dire, pourquoi pas. C'est un peu ce qu'on a vu avec l'élection de Trump, quoi, qui a raconté n'importe quoi en 2016 et encore plus en 2024, mais ça ne posait de problème à personne. Promettre la lune, littéralement, sans que ça soit vraiment possible. D'ailleurs, pour allier quelqu'un qui va envoyer les gens sur Mars, à mon avis, c'est pas demain la veille. Il n'est pas interdit de rêver. Donc le problème du rapport à la vérité. Mais d'autres problèmes. Il y a ce que j'appelle la gamification de la politique et de la communication politique. On voit que tout n'est plus qu'un jeu. On joue, c'est un député du coin d'ailleurs, je pense, à pierre-feuille-ciseaux à l'Assemblée nationale. On passe ses journées comme Bardella sur TikTok à faire des selfies et à dire qu'on mange des bonbons Haribo. C'est la blague, le sourire en coin, etc., qui prend le pas sur le tout, comme si tout n'était que dérision, humour. Or, moi j'adore rire. Je pense que la joie, l'autodérision, c'est essentiel. Mais la politique, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, puisque les problèmes qu'on a à traiter sont sérieux. La sécurité des gens, le chômage, le pouvoir d'achat. Et je pense qu'il y a trop de légèreté, voire même parfois de désinvolture. Moi, honnêtement, je m'en fous complètement que le président de la République fasse de la boxe. Vraiment, je le vois en t-shirt, sué, avec les veines du biceps saillantes, mais vraiment, je trouve ça drôle, mais ça m'afflige. Et il n'est pas le seul à le faire, ils sont d'autres à le faire. Voilà, ce côté gamification dans lequel tout n'est que lol, mème, banger et piège, je pense que c'est pas possible. C'est le deuxième problème. Et le troisième problème, qui est un peu lié, c'est le rôle joué par l'image. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, il y a des politiques partout, mais de la politique nulle part. C'est-à-dire qu'on voit des politiques partout à la télévision, sur les réseaux sociaux, la radio qui est filmée, mais la politique, au sens la politique qui vient changer les gens, on la voit de moins en moins. Alors c'est vrai en France,
c'est vrai en France, où il y a un rapport très étrange, c'est-à-dire que Bardella, de nouveau, je suis désolé, je l'aime vraiment pas, il est, mais comme les gens l'aiment par ailleurs, ça va, il peut se permettre de m'avoir comme tout petit adversaire, il fait partie des 3 personnalités les plus populaires chez les Français. Je me suis amusé à lire son livre, c'est au premier degré, c'est incroyable. Je vous raconte une anecdote du livre qui est absolument géniale. Le gars, il raconte quand à 23 ans, il a proposé d'être tête de liste aux élections européennes. Et il dit, vraiment, on m'a dit que ma vie allait changer, etc. Donc là, on se dit, bah, c'est intéressant, 23 ans, on lui propose sa responsabilité, il se rend compte quand même que c'est pas naturel. Et donc là, on se dit qu'il va nous parler de la charge qui va peser sur ses épaules, le poids des électeurs qu'il a face à lui, des responsabilités qu'il va avoir au Parlement européen, ça, pas du tout. Il dit c'est quand même formidable, je vais avoir ma tête sur toutes les affiches, dans tous les bureaux de vote, je vais être invité à la télévision, mon nombre de followers dans les réseaux sociaux va augmenter, on va me reconnaître dans la rue. Et ça, je trouve que je m'en prends à lui, mais dans d'autres partis politiques, on pourrait trouver la même chose. Je pense qu'il y a un côté star académisation de la vie politique, dans lequel, en fait, des gens qui font de la politique pour être connus, qui font de la politique pour réparer une faille narcissique. Voilà. Donc là, c'est le côté négatif. Maintenant, pour remonter le moral, je pense que le pire n'est pas certain et qu'il y a des solutions. Je pense que les solutions, elles sont sans doute dans la communication, mais dans la communication au sens du fond. La communication sur le temps long. Je pense qu'il faut être davantage marathonien, et j'ai couru quelques marathons, que sprinter. Je pense qu'il faut avoir de la cohérence, de la régularité, de la raideur. Je trouve que d'une certaine manière, même si ce n'est pas ma famille politique, la façon dont Édouard Philippe déroule sa préparation sur plusieurs années pour être président de la République, c'est intéressant. Pareil, Cazeneuve, c'est pas forcément les personnages les plus sexy, mais on sent qu'il y a de la régularité, de la constance dans l'effort. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant comme démarche. La deuxième chose, je pense qu'il faut recommencer à travailler sur le fond, quoi. Moins de temps sur TikTok, moins de temps sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'infos, mais plus de temps à la bibliothèque, à lire des livres et à en écrire, soi-même, ce serait mieux d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas pour les hommes politiques, voilà, réhabiliter les parfums. Et puis enfin, une des principales leçons, c'est que je pense que peut-être que vous ne partagerez pas ce point de vue, mais moi je pense qu'on est en train d'arriver à la mort des réseaux sociaux sont en train de se tuer. J'ai l'impression que si TikTok, Instagram et Facebook c'était des personnes, moi je me les représente comme étant en train de sauter d'une falaise, parce qu'ils sont en train de se caricaturer tellement, c'est devenu tellement, moi j'adorais les réseaux sociaux, mais c'est devenu tellement cheap, tellement faible, que moi mes enfants, ils y vont déjà plus, parce qu'en fait tellement c'est vide de sens. Donc résultat, je pense que le réel, ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire de se voir, d'échanger, de discuter, de se rencontrer pour de vrai, in real life, comme on dit, IRL, je pense que ça va reprendre de la valeur. Parce que c'est quand même beaucoup plus agréable d'échanger des idées dans la vraie vie et en direct. Et voilà ce que je voulais vous dire en introduction, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ? Sinon, j'ai encore 1000 anecdotes à raconter. Donc, allez-y, ouais. En fait, cette accélération dont vous parlez sur les médias et à propos des politiques, où c'est instantané, où il faut poser des questions et il faut y répondre tout de suite, et il faut comprendre tout. Est-ce que les politiques le subissent et est-ce qu'ils ne peuvent pas justement en sortir? Est-ce que cette forme de temps long, ils ne peuvent pas l'imposer? Alors je pense qu'il y a deux situations qu'il faut distinguer, c'est une très bonne question. La situation dans laquelle on est l'exercice du pouvoir, l'exercice de la conquête du pouvoir. Je pense que quand on est dans l'exercice du pouvoir, c'est pas possible de se défiler. Genre, le jour où Samuel Paty se fait décapiter par un terroriste, à Conflans-Sainte-Honorine, Macron peut pas dire « Ah non, j'avais autre chose de prévu, je réagis pas à la crise ». Il avait dit ça sur les attentats, il avait dit « Moi je ne me rendrai pas si c'était pas sur place ». Non, quand Notre-Dame est en flammes, quand il y a un attentat, quand il y a une catastrophe ferroviaire, aérienne,
quand Trump est réélu, eh ben, il faut réagir. Parce qu'en fait, si on ne le fait pas, ça apparaît comme du désintérêt, de la désinvolture, un manque d'empathie. Vous savez, souvent le cas, par exemple, on se pose souvent la question de est-ce qu'il faut se rendre sur place quand il y a une catastrophe, est-ce qu'on a un président, un ministre ou ministre. Et en fait, ça sert à rien de se rendre sur place d'un point de vue pratique, c'est pas le président de la République qui va faire du bouche à bouche aux victimes des gens du Bataclan, ou qui va arrêter un feu de forêt lui-même. Mais en fait, il faut le faire quand même. Parce qu'en fait, ça montre de l'empathie et de l'intérêt pour les gens. On est quand même dans une situation une civilisation très émotionnelle, on peut le regretter, ou s'en réjouir, je ne sais pas, et c'est un fait. Et donc, si vous ne le faites pas, vous apparaissez comme froid et distant. Donc, dans l'exercice du pouvoir, je pense qu'il n'est pas possible de ralentir, mais pas obligé, par contre, d'accélérer soi-même le processus. Je pense que la responsabilité des politiques qui sont au pouvoir, c'est pas d'hystériser une société qui l'est déjà. Par exemple, il n'était peut-être pas indispensable de dissoudre l'Assemblée nationale au soir du 9 juin, je pense que c'était pas totalement indispensable. Pas indispensable de rajouter de la provocation à la provocation, de l'hystérie à l'hystérie, de la vitesse à la vitesse. Dans la conquête du pouvoir, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une élection, quand vous êtes dans l'opposition, là, pour le coup, vous n'êtes pas obligé de réagir à tout. Vous pouvez choisir vos sujets. Vous n'êtes pas obligé d'aller tous les jours à la télévision, à la radio, juste pour aller faire du bruit avec la bouche. Je donne souvent un conseil simple aux gens avec qui je travaille, avant dans les politiques, maintenant les chefs d'entreprise. Ne parlez que quand vous avez quelque chose à dire. Ça peut sembler étonnant comme conseil, mais pourtant, beaucoup de gens vont à la télévision juste pour faire du bruit avec la bouche, pour montrer leur bobine, sans forcément avoir quelque chose à dire. Et ils oublient qu'en fait, ça ne sert à rien de passer à la télévision si on n'a rien à dire. Ce que les gens retiennent, c'est pas votre visage à la télé, ou alors de très loin, mais c'est ce que vous dites. Moi, vous savez, c'est une sorte de demi-notoriété. C'est trouve un concept que j'ai rajouté. C'est que quand je me balade à Paris au supermarché, les gens me voient et me disent « on se connaît, non ?» Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc là, en général, je fais une blague. J'adore leur raconter qu'on s'est vu dans un club échangiste la veille, devant ou que je suis un vieux copain de lycée, etc. Mais parfois, ils me racontent. Ils me disent « ah mais si, je vous ai vu à la télé, vous étiez sur BFM avant-hier. » Et là, je leur dis « ah oui, sans doute. Et je parlais de quoi ?»« Ah non, je sais pas. De toute façon, vous avez tellement de gens qui parlent, etc. » Donc voilà, il faut aller à la télévision, à la radio, que quand on a des choses à dire. Moi, ce que j'ai toujours conseillé aux gens que je conseille dans la politique dans le privé, c'est que n'y allez que quand vous avez quelque chose à dire, et quand vous y allez, essayez de vous dire, a priori, qu'est-ce que je veux que les gens comprennent et retiennent. Ça n'a rien de répondre à tous les sujets. Moi, j'adore, je le teste quand j'écoute un homme politique à la télé ou à la radio, c'est j'aime quand un homme politique ou à la radio dit « ah ben non, ça je sais pas, honnêtement, j'ai rien à dire sur le sujet. Je suis désolé, je suis pas la bonne personne pour répondre à cette question. » Là, ça me rassure toujours. Je me dis, bah voilà quelqu'un qui ne parle pas pour rien dire, qui ne parle que quand il connaît ou il sait, ou quand il a vraiment quelque chose à dire et à démontrer. C'est ça, à mon avis, la solution. Après, c'est difficile à faire. Beaucoup ont dit qu'ils allaient le faire et qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Oui. Merci pour la conférence. J'étais là il y a 2 ans et c'est toujours... J'ai dit l'inverse ou il y avait une cohérence d'ensemble? Pardon? Vous avez oublié ce que j'ai raconté, donc vous n'êtes pas obligé de... Non, pas du tout, je dis merci pour la... Non, je sais, mais je me moquais de moi. Je me dis, est-ce que ça a été cohérent? Cohérent. Bon, c'est de la chance alors. Allez-y. Vous parlez de dégradation politique et vous parlez des idées du champ politique. Est-ce que vous pensez que les journalistes aujourd'hui ont un nouveau rôle par rapport à cette dégradation politique? Et comment est-ce que vous l'appréhendez? Vous faites du conseil stratégique pour les grandes entreprises, donc il doit forcément y avoir un lien sur le plan de communication. Est-ce que vous pensez que justement les journalistes ont un rôle par rapport à ça, que ce soit positif ou négatif? Alors moi, je n'accable jamais les journalistes, et bien au contraire, je les soutiens parce que je trouve qu'ils font un travail très difficile. C'est une profession déjà assez précaire, dans laquelle les moyens économiques ne sont pas importants, et en plus dans lesquels les jeux de domination et de dépendance ne font que s'accentuer. Enfin, sortis du service public, aujourd'hui, les médias appartiennent à un petit groupe de milliardaires qui non seulement cherchent à défendre leurs intérêts, mais en plus ont un agenda idéologique maintenant. Donc je souhaite bien du courage aux journalistes. Et donc vraiment, je ne les juge pas responsables de la situation. Ils font ce qu'ils peuvent, avec des moyens souvent limités. Après, je pense que certains m'ont dit, moi par exemple, j'aime beaucoup un journaliste de Libération qui s'appelle Rachid Laïrech, qui a écrit un livre là-dessus, justement, sur le journalisme politique, où il dit que c'est vrai qu'il y a une tentation chez le journaliste politique de beaucoup commenter le
le jeu politique. Parce que c'est amusant, c'est un peu comme une fiction, c'est une très bonne matière dramatique, la politique du Pologne, c'est pour ça qu'il y a tant de séries d'ailleurs. Il y en a beaucoup, et d'ailleurs il y en a des très bonnes. Je trouve que la dernière, là, Dans l'ombre, qui a été écrite par Gilles Boyer et Edouard Philippe, est vraiment super, par exemple, je vous la conseille. Donc oui, c'est intéressant. Et puis d'autre part, ils voient que les politiques ne disent pas toujours la vérité, se contredisent. Et ils savent que les politiques ne sont pas populaires, donc ils cherchent à les démasquer en permanence. Mais ce faisant, on perd un peu de vue le fond profond, la profondeur pardon, de l'action politique et son sens. Et moi j'adore quand les politiques sont questionnés vraiment dans le dur, quoi, sur la géopolitique, l'économie. Je trouve ça intéressant. Quand même, tout n'est pas parfait parce que souvenons-nous du débat d'entre-deux tours de 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ce jour-là, on a découvert que Marine Le Pen, genre, était incapable d'être présidente de la République. C'est-à-dire qu'elle avait le niveau d'un mauvais étudiant en seconde, en économie et en histoire. Elle ne connaissait rien, elle se trompait sur tout. Vraiment, c'était gênant tellement elle était mauvaise. Et donc on s'est dit, tout le monde l'a reconnu, mais on s'est dit, mais comment ça se fait que personne, aucun journaliste n'a réussi à faire apparaître ça? Et bien l'explication elle est simple. C'est que dans le questionnement journalistique, sans doute, elle n'avait pas été poussée dans ses retranchements sur le fond. Je prends un autre exemple, récemment, je suis désolé, ça va retomber sur lui. Je suis prof à HEC, et il se trouve que les étudiants d'HEC ont invité Bardella l'année dernière à faire un débat. Et il m'avait demandé conseil. Et moi j'aurais dit, écoutez, c'est bien d'inviter, il faut inviter tout le monde, débattre avec tout le monde. Et je leur ai dit, vous allez voir, ne posez aucune question agressive, surtout ne soyez pas dans la polémique, mais posez-lui des questions très simples et ouvertes sur l'économie. Comment lutter contre l'inflation? Nous avons un déficit de notre commerce extérieur. Si vous êtes Premier ministre, comment est-ce que vous faites pour lutter contre ce déficit du commerce extérieur? À votre avis, si Trump est élu l'année prochaine, le dollar va s'apprécier. Quelles seront les conséquences? Des questions qui, honnêtement, ne sont pas difficiles pour quelqu'un qui veut diriger le pays. Il était incapable, il ne connaissait rien. Il répondait systématiquement, trop d'immigrés, on va fermer les frontières, etc. Ce n'étaient pas des questions qui lui étaient posées. Et c'est ça qu'il faudrait savoir aller plus au fond, plus à l'os, parce que diriger un pays, c'est pas faire des selfies et c'est pas faire des danses sur TikTok. C'est sérieux. Moi, quand j'ai travaillé à l'Élysée, quand je travaillais au Quai d'Orsay, je travaillais avec des gens qui étaient 1000 fois plus forts que moi. 1000 fois plus forts que moi. J'étais incapable d'avoir leur niveau en économie, en diplomatie, en question militaire. Il ne serait pas venu à l'idée d'aller expliquer au général Puga, qui était le chef d'état-major particulier, comment est-ce qu'on allait faire la guerre, et plutôt il fallait utiliser tel missile ou tel autre missile. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et en fait, il faut avoir des politiques qui ont cette capacité-là de réponse, et je pense que les journalistes ne doivent pas faire passer des contrôles aux politiques, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais entre faire passer des contrôles et simplement être ah oui, vous pensez quoi d'eux, c'est quoi votre relation avec Marine Le Pen, mais vous avez pensé quoi de la petite phrase de l'un et de l'autre, je pense qu'on peut tous collectivement faire plus. Voilà. Bonsoir. Vous avez décrit pendant ces quelques années auprès de François Hollande un quotidien plus que fatigant et qui ne s'arrête jamais. Ainsi, comment vous expliquez le retour en politique de M. Hollande? Est-ce que c'est normal quand on le connaît? Ou alors c'est très largement un besoin de pouvoir, ou alors un envie d'aider les Français? Si vous posez la question, il vous répondrait sans doute qu'il aime son pays et qu'il veut aider les Français. Je pense que c'est vrai. Je pense que j'ai vu de près, il l'avait dit dans un discours, il aime profondément les gens, il a envie de les aider. C'est-à-dire que je pense que dans sa vie, dans sa vocation personnelle, il y a quelque chose de tourné vers les autres. C'est vrai. Et c'est profond et c'est sincère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'argent, c'est par la fame, c'est pas ça qui le fait vibrer. C'est vraiment être utile qui a envie qui le motive. Voilà. Deuxième chose, je pense qu'il adore la politique. Il en a la passion. Il aime la tactique politique, il aime la stratégie politique, il aime le discours politique. C'est des exercices qu'il aime bien. Donc je pense que ça lui manque. Et la troisième chose, c'est que je pense que sa vie est tellement consubstantielle à la politique, je pense qu'il ne peut pas arrêter de faire de la politique. D'ailleurs, quand il est parti de l'Élysée, il n'a pas dit j'arrête de la politique.
Il a dit « Je quitte l'Élysée, mais je continue la politique ». Je ne sais pas s'il sera candidat de nouveau aux élections présidentielles, c'est possible. Moi, à titre personnel, je le souhaite. Mais ça lui appartient, ça dépendra des circonstances et surtout de ce qu'il a à dire et à proposer. Mais je crois qu'il a vraiment cette motivation. Lui, c'est sa vie, quoi. Sarkozy avait une image qui était assez drôle. Il avait dit, comme quitter la politique, c'est comme quand un héroïnomane s'enlève l'aiguille du bras. J'avais trouvé ça vraiment violent comme image, mais il y avait quelque chose. Je crois que c'est des vies exaltantes, incroyables, dans lesquelles on a les leviers, les commandes du pays, quand on est dirigeant politique. On est aussi au centre de l'attention, il faut le reconnaître. Et pour des gens qui ont des failles narcissiques puissantes, je sais qu'il y a beaucoup d'élèves en psychologie ici, ça les fera certainement réfléchir. On a des failles narcissiques, ça fait du bien que les gens parlent de vous. Moi, il se trouve qu'à titre personnel, je suis un peu misanthrope, même si ça ne se voit pas là. J'adore être tout seul chez moi, lire des livres, m'occuper des biens. Je ne supporte pas la célébrité, même si je vais de temps en temps à la télévision. J'aime l'anonymat, parce que ça me permet de faire des bêtises comme ça, notamment, c'est très agréable. Et je n'ai pas du tout envie de me retrouver dans la position de Castaner ou de je ne sais pas qui, qui se fait choper parce qu'il a embrassé une fille en boîte de nuit, et surtout dans le groupe de François Hollande, qui va sur son scooter aller chercher les croissants. Vraiment, personne ne me connaît, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, moi j'ai vraiment besoin d'anonymat, j'ai besoin de tranquillité, mais des gens comme François Hollande, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, ils ont besoin de la politique, ils ont besoin d'être au centre de l'attention. C'est pas le pouvoir, je pense, la clé. C'est faire des choses, agir et sans doute se sentir vivre en faisant de la politique. Et c'est un peu comme moi je compare souvent l'action des politiques à l'action des artistes. Je pense qu'on ne peut pas demander à un artiste d'arrêter de peindre. Je pense que c'est pareil pour un politique. Vous avez évoqué la dissolution et à un autre moment vous avez parlé de la nécessité d'un temps long pour communiquer. Quel regard portez-vous sur la communication de Raphaël Glucksmann qui, en ayant fait quand même, je ne dirais pas qu'il a gagné, mais qui a fait un très bon résultat aux européennes, après la dissolution, prend plus de 48 heures avant de prendre la parole et de réagir. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction-là? Il a montré ses limites ce jour-là. Moi j'ai voté pour lui aux élections européennes et je trouve qu'il a vraiment fait une bonne campagne aux élections européennes. Et en fait il avait préparé une séquence. Il s'est dit je vais faire 15% environ, je vais montrer que la gauche social-démocrate est de retour et après je vais enchaîner sur la préparation d'une candidature à la présidentielle. Donc il avait son plan. Le problème c'est qu'en politique rien ne se passe jamais comme prévu. Et que c'est dans les moments de crise et de surprise que les hommes et les femmes politiques se révèlent. Le 9 juin, il y a eu deux attitudes contradictoires qu'on a pu observer. Celle de Raphaël Glucksmann, qui a semblé saisi par les décisions de Macron. Vraiment, je ne sais pas si vous revoyez les images, on a vraiment l'impression qu'il a le seum, mais en fait 450 000, il est dégoûté de la vie, parce qu'il ne va pas pouvoir appliquer son plan. Et il met 48 heures à comprendre ce qui s'est passé. Bon, il finit par le faire, mais il a mis 48 heures. De l'autre côté, il y a Ruffin, qui lui aussi avait prévu d'annoncer une candidature à la présidentielle dans les jours qui allaient suivre, en tout cas de s'émanciper de Mélenchon. Lui, il est en duplex, je me souviens de l'image, il comprend tout de suite la séquence. Et il dit tout de suite, ce qu'il faut, c'est un nouveau front populaire. Il faut l'unité. On a été séparés, mais il faut se rassembler. Je ne sais pas s'il avait raison politiquement, mais en tout cas, il avait compris qu'on avait changé de moment politique. C'est dans ce genre de moment qu'on voit ceux qui ont du jeu de jambes, de la capacité de rebond, et qui sont capables de déchirer le plan qu'ils viennent d'élaborer, parce que les circonstances ont changé, qui vont faire autre chose. Après, Raphaël Glucksmann, il a vraiment beaucoup de valeur, c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui, pour le coup, réfléchit et travaille. Il a montré ses limites ce soir-là, mais il a peut-être appris de cette erreur, et peut-être qu'il ne le refera pas une deuxième fois. D'autres questions? Oui. Là, vous défendiez, vous avez raison, les journalistes, parce qu'ils font un métier difficile, parce qu'effectivement, c'est un peu précaire. En revanche, quand même, on a régulièrement, et sur des médias et des radios ou autres, d'un bon niveau, quand même des journalistes qui cherchent la petite phrase, qui cherchent. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'ils tirent vers le haut le sujet, politique ou autre, et qui le réduisent à une phrase, à une posture. Et c'est vrai que c'est assez. Quand on dit que les politiques sont responsables de la situation de la France, entre autres, mais je pense que les médias ont quand même leur part. Je pense que c'est d'abord la responsabilité des politiques, et je redis que je pense que les journalistes sont un métier difficile. Après,
après, ils échappent pas à leur champ politique et ils vivent dans ce monde fait de buzz, de reprises, de petites phrases. Donc ils essaient de s'en affranchir, honnêtement. Moi, je connais vraiment des centaines de journalistes, j'ai travaillé avec eux à la mairie de Paris, au Quai d'Orsay, à l'Élysée, ou maintenant en tant que conseil de dirigeants d'entreprise, et j'observe qu'ils essayent quand même de faire leur travail de façon consciencieuse. Alors évidemment, parfois ils cherchent la reprise, parfois ils cherchent le buzz, mais c'est un peu exceptionnel, et j'ai vraiment pas envie de leur jeter la pierre, parce que 99% d'entre eux font vraiment du mieux qu'ils peuvent dans des conditions souvent extrêmement difficiles, même ici ils sont pas parfaits comme tout le monde. Juste, je donne un exemple pour concrétiser un petit peu ce que je dis. Non mais ça existe, hein, je dis pas que ça n'existe pas. Oui, mais en fait, moi je l'ai entendu sur plusieurs médias et avec plusieurs journalistes, donc pour 99%, je pense qu'on est pas tout à fait. C'est que par exemple, quand le nouveau Premier ministre est arrivé, tout le monde était en train de dire quand est-ce qu'il va partir, quand est-ce qu'il va démissionner, quand est-ce qu'il va nous virer. Et alors qu'on est dans une situation critique en France, politiquement et socialement, la première chose qui venait à l'esprit des médias, c'était de dire bon, allez, au lieu de construire, au lieu d'essayer d'aller en deux mouvements pour. Voilà, on était plutôt dans cette. Oui, mais là, en fait, on est en démocratie, donc c'est formidable de être d'accord. Je ne serais vraiment pas d'accord avec vous, parce que je pense que ce questionnement était légitime. Je vous rappelle que Michel Barnier s'est retrouvé Premier ministre alors qu'il est à la tête, enfin qu'il est membre, pardon, il n'est même pas à la tête, il est membre d'un parti politique qui n'est pas arrivé premier législatif, n'est pas arrivé deuxième, n'est pas arrivé troisième, n'est pas arrivé quatrième, est arrivé cinquième. C'est le cinquième groupe politique à l'Assemblée nationale. Il est devenu Premier ministre. Donc c'est légitime de la part des journalistes de se poser la question, face à cette situation totalement incongrue, de combien de temps ça peut durer. Il n'y a pas de préséance à avoir en démocratie quand le verdict des urnes n'est pas respecté. C'est mon point de vue et ça ne me choque pas que vous ne soyez pas d'accord, vous avez tout à fait le droit d'ailleurs, et c'est formidable. Mais moi, je n'ai pas été choqué par ce questionnement. J'ai presque été choqué par l'inverse, le raisonnement consiste à dire ah oui, il a l'air brave, Michel Barnier, donne-lui sa chance. Non, enfin, il n'a pas été candidat législatif lui-même, il est membre d'un groupe qui pèse 40 députés, c'est même pas 10%, c'est 7% des députés à l'Assemblée nationale. Je ne vois pas pourquoi lui, plus qu'un autre, honnêtement. Et je ne dis pas que nécessairement ça aurait dû être la gauche, je dis que Bardella avait plus de légitimité que Barnier à être Premier ministre quelque part. Mais bon, c'est un débat. D'autres questions? Contestations? Oui. Bonsoir. J'avais une question. Tout à l'heure, vous parliez du profil politique associé à M. Bardella notamment. J'avais une question. Ces profils politiques ont-ils toujours existé dans le paysage politique ou sont-ils selon vous une conséquence de l'état actuel de la communication et de la société plus globalement? Sinon, pourquoi prennent-ils autant d'importance maintenant et pas avant? Très bonne question. Non, je crois que la personnification, la personnalisation de l'action politique, elle est quand même assez ancienne. Quand Jules César a écrit La guerre des Gaules, après avoir vaincu Vercingétorix, pour s'en servir comme une forme de programme politique pour devenir chef César, à Rome, on est déjà dans la personnification de l'action politique, et je n'ai pas besoin de vous rappeler la façon dont Louis XIV a utilisé la communication sous toutes ses formes pour asseoir son propre pouvoir. Donc c'est pas nouveau, mais évidemment ça prend un tour nouveau avec les médias de masse, presse, télé, radio, et encore plus avec le rôle joué par l'image, la part prise par l'image, télé, radio, photo dans les médias écrits, et sur les réseaux sociaux qui sont d'abord des médias qu'on regarde et qu'on écoute plutôt qu'on ne lit. On voit, d'ailleurs la plupart des gens, je ne sais pas comment vous faites vous, mais regardent des scrolls sur les réseaux sociaux sans le son. Donc il y a parfois des sous-titres, mais on regarde plus la titre. Donc je pense que les médias ont beaucoup changé les choses et qu'il y a un cercle vicieux qui s'est mis en place avec les politiques. Les politiques ont fini par se dire bon oui, c'est d'abord une question d'image. Combien de fois vous n'avez pas entendu j'ai voté pour un tel à la présidentielle parce que je le trouve beau ou que tel cas il est beau, il est bel, que ça existe. Et c'est pas nouveau, hein, c'était le cas déjà sous Kennedy. Là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des élections en Roumanie qui ont eu lieu le dimanche dernier. On a découvert le gars qui arrivait en tête, c'est un nationaliste pro-russe,
Il a éliminé du premier tour le Premier ministre roumain sortant. Il était à moins de 10% dans les sondages. Il a fait aucun média, aucun débat. Il n'était même pas invité. Il n'était même pas invité au débat parce que les gens pensaient qu'il n'avait aucune chance. Il arrive en tête parce qu'il a tout misé sur TikTok avec un peu de complotisme et de fake news, mais surtout beaucoup d'images et de fun, de lol, etc. Et ça a marché. Bah oui, parce qu'en fait, c'est très tentant pour un politique de se dire bon bah pourquoi se fatiguer à raconter des choses complexes sur le fond, alors que quand on fait des selfies et qu'on s'habille bien et qu'on sourit en coin, ça peut marcher aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut sortir de ce cercle vicieux, et c'est les politiques qui peuvent le faire. Mais c'est pas facile. D'autres questions? Vous avez parlé des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez notamment du nouveau rôle des influenceurs qu'on a vu avec les élections de cette année? Est-ce que vous pensez qu'ils sont légitimes à donner leur avis Déjà, je pense que dans une démocratie, tout le monde est légitime à donner son avis. Après, je pense qu'il y a plusieurs catégories d'influenceurs. Il y a l'influenceur d'Ubayotte, ancienne star de la télé-réalité, qui fait de la promotion et de l'unboxing devant sa caméra. Bon, là, honnêtement, son avis est assez indifférent. Et je pense d'ailleurs que cette sorte d'influenceur, ça ne va pas durer très longtemps parce qu'elle va beaucoup s'assimiler à la publicité classique et elle va se dévaloriser avec le temps, ou en tout cas être vraiment regardée par les gens comme quelque chose de très commercial, ce qui est déjà le cas. Donc je m'en fais pas. Après, il y a deux autres types d'influence. Il y a les producteurs de contenu. Là, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Ce que fait Jean Massier avec Backseat, ce que fait Gaspard G, ce n'est pas moi, c'est mon homonyme dans son émission, ce que fait Hugo Travers, ce que fait Léa Chaponcel, je trouve que vraiment c'est intéressant. Ils prennent justement le temps de déplier les problèmes, de les expliquer dans leur complexité, et je pense qu'ils contribuent vraiment à l'éducation. Vraiment, Hugo Bévor, je suis impressionné encore aujourd'hui, comme Gaspard G et d'autres, par la qualité pédagogique. On aimerait voir ça aussi dans les médias classiques. D'ailleurs, j'ai vu que France Inter avait décidé de proposer à Gaspard G de faire une chronique le matin sur France Inter. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Parce que c'est plus qu'un influenceur ou un youtubeur, c'est d'abord un producteur de contenu de grande qualité qui approfondit les choses. Même Hugo Clément, d'une certaine manière, qui était repassé par Combini, ce qui fait aussi intéressant. Donc ça, je trouve que cette catégorie est vraiment intéressante. Après, il y a une troisième catégorie qui n'existe pas trop en France, même s'il y a Dieudonné, Alain Soral, etc. C'est des influenceurs extrêmement engagés politiquement, complotistes, d'extrême droite, parfois d'extrême gauche, et eux qui ont fait basculer l'élection présidentielle américaine, dans laquelle en fait l'élection présidentielle américaine, elle s'est jouée un peu dans les médias traditionnels, mais elle s'est beaucoup jouée sur les réseaux sociaux et aussi auprès de cette multitude de podcasts et de chaînes YouTube, dans lesquelles il y a des gars tout seuls, ou plutôt des gars et des femmes d'ailleurs, qui avaient leurs propres médias avec leur propre communauté, et qui, dans des petits filtres, ou des petits groupes assez restreints, avaient construit des communautés qui étaient totalement en dehors du champ médiatique, et qui ont certainement contribué très largement à ce que Trump soit élu. Ça existait déjà lors de la première élection de Trump, puisque Steve Bannon avait son média, son blog qui s'appelait Breitbart News, et il avait été très puissant dans l'élection de Trump. Je pense que maintenant c'est devenu assez systématique. Et ça pose un vrai problème démocratique, en tout cas de lecture du champ politique, parce que, évidemment, comme c'est plein de petits médias avec des petites audiences, on a du mal à s'y retrouver dans la parcellisation de la construction d'opinion publique. Ça devient de plus en plus difficile à influencer. Si vous voulez construire aujourd'hui un débat, un discours politique qui dépasse ce côté dispersion du champ politique et médiatique, ça devient très difficile. Mais ce n'est pas les médias qui sont responsables, c'est aux politiques de trouver les solutions pour s'adresser à tout le monde. D'autres questions? Oui. Vous pensez à quoi pour la suite? Est-ce que vous avez des nouveaux projets, des nouvelles envies, ou vous voulez rester À titre personnel? Oui. Écoutez, déjà j'ai souvent été surpris par le fil de ma vie. J'avais toujours prévu que ça se passerait de cette manière-là. Quand je suis rentré à Sciences Po, je voulais plutôt être journaliste et finalement j'ai passé les concours. Quand j'ai passé les concours, je voulais travailler pour la gauche. J'ai attendu 10 ans que ça arrive. Au moment où c'est arrivé, c'était le moment où justement je voulais plus que ça soit le cas. Bon, voilà. Rien ne se passe comme prévu, sinon les carrières. Non, aujourd'hui je suis très heureux dans la vie professionnelle que j'ai. J'ai créé cette première agence, puis cette deuxième,
Et j'ai compris qu'être entrepreneur, c'était justement construire sur le temps long. Cette agence, elle existe depuis 2020, donc ça va faire 2019, mais vraiment d'un point de vue juridique, mais 2020 d'un point de vue opérationnel. Donc ça va faire 5 ans. Pour bâtir une agence de communication indépendante, il faut 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 20 ans. Quand on regarde les leaders de secteur, c'est Havas Publicis, c'est des boîtes qui ont 100 ans. Chez les indépendants, Image7, c'est une boîte qui a 40 ans, aujourd'hui, 35 ans. Donc il faut avoir de la continuité dans l'effort parce qu'il faut construire une marque, une méthode de travail, un collectif de consultants, de consultantes. Et ça, vraiment, j'ai envie de le bâtir, quoi. Surtout que l'entreprise, elle porte mon nom, donc je m'y engage totalement. Et j'essaie vraiment qu'elle me ressente dans la façon de faire. J'essaie de faire de la conscience stratégique de communication avec de la créativité, de l'engagement. On travaille pour beaucoup d'ONG, d'associations, de fondations. On travaille en y mettant du cœur. Et donc vraiment, je suis très fier d'avoir construit cette entreprise. On est aujourd'hui une vingtaine et j'espère que ça va continuer à grossir de cette manière-là. Donc ça, c'est ma priorité. Et après, j'aime toujours faire plusieurs choses à la fois. Donc là aussi, ça fait 20 ans que j'enseigne à Sciences Po à Paris, 10 ans à HEC, j'ai envie de continuer. Tant qu'ils veulent de moi, tous les ans, ils me renouvellent mon contrat pour une année supplémentaire. Et donc voilà, donc ça m'intéresse. Et puis ça m'intéresse, dans le domaine de l'enseignement, de l'intervention, de faire comme je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire de sortir un peu de Paris, d'aller voir ailleurs, en France, à l'étranger, pour échanger avec d'autres personnalités. J'ai écrit 3 livres déjà, j'ai adoré le faire, mais ça a été vraiment une souffrance. C'est très difficile d'écrire des livres, quand on les écrit soi-même. J'ai envie d'écrire de nouveau, mais là vraiment j'ai plus de jus pour le faire. Donc peut-être dans quelques années je le referai, soit le roman, soit la politique de nouveau. J'ai pas d'idée évidente qui m'arrive, donc peut-être que ça reviendra. Et puis après j'ai d'autres idées dans les médias, j'aimerais bien peut-être recréer refaire un peu de médias de façon plus substantielle. Donc soit de nouveau avoir une chronique ou une émission, en plus de ce que j'ai sur France 5, soit de créer mon propre podcast ou ma propre chaîne. Voilà, ça m'amuserait. Et puis surtout, après, ne rien faire, hein, aller à la plage, lire des livres, et boire des apéros et m'occuper de mes enfants, ça me suffit aussi, c'est des très beaux projets. D'autres questions? Remarques? Contestations? Non, vous avez posé aucun regret. Je reviendrai l'année prochaine, peut-être, s'ils m'invitent, ou dans 2 ans. Mais sinon, on va me poser une question à d'autres occasions. Bon, écoutez, merci beaucoup et à bientôt alors. Merci beaucoup.